à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo se réchauffent. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue rwandais, Paul Kagame, au cours d'un entretien de près de 2 heures. À l'occasion de leur rencontre, il était prévu que les deux chefs d'État abordent certains points essentiels, comme la signature d'accords bilatéraux et l'intégration de la RDC dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Pour certains, ce face-à-face devrait participer à réchauffer les relations entre les deux pays, étroitement liées, mises à mal par la réaction controversée du président rwandais sur l'implication de Kigali dans les présumés crimes commis en RDC. Un rapprochement qui fait grincer des dents d'une partie de l'opinion en République démocratique du Congo. Alors que faut-il retenir de cette rencontre? Pourquoi ce rapprochement intervient-il maintenant? On en parle avec le journaliste Valentin Bougain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et le politologue Dr William Abonon. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim. Alors messieurs, avant d'évoquer les liens historiques entre ces États, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur l'aspect géographique. Le Rwanda et la RDC sont des pays d'Afrique de l'Est qui appartiennent à la région des Grands Lacs avec le Burundi et l'Ouganda. Quelles en sont les conséquences finalement de cette situation géographique, Valentin Bougain? Disons que ces deux pays, comme vous venez si bien de le signaler, le Rwanda et la RDC, appartiennent à un vaste ensemble qu'on appelle aujourd'hui en fait les Grands Lacs. Le nom provient essentiellement des lacs, des principaux lacs qui abondent dans la région et qui ont donné ce nom, région des Grands Lacs, qui a une construction, on va dire, assez récente par rapport aux groupes Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, qui sont des groupes de construction plus anciennes. Alors, qu'est-ce que ça implique, cette situation dans les Grands Lacs? Au moins une conséquence d'ordre stratégique, eh bien, c'est que c'est une région qui est en réalité au centre de routes qui devraient normalement relier l'Afrique de l'Est orientale, donc tournée vers l'océan Indien, et l'Afrique plus à l'ouest qui est donc tournée vers l'Atlantique. C'est une région qui a été historiquement au confluent de plusieurs routes des routes commerciales et autres à l'époque, et qui malheureusement, aujourd'hui, la région est devenue une région encore plus stratégique. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement. Malheureusement, si on parle de la malédiction des ressources des matières premières, mais en tout cas, c'est devenu une région encore plus stratégique à la fin des années 90, lorsque certains matériaux de la zone, notamment le coltan, sont devenus des matériaux stratégiques pour l'économie internationale. Alors il y a aussi la superficie. On a quand même ce fameux grand écart entre les deux États, avec la RDC qui fait plus de 2 millions de kilomètres carrés face au Rwanda qui paraît très petit avec ses plus de 26 000 kilomètres carrés. C'est un peu David contre Goliath. À vous de nous dire qui est David, qui est Goliath. Là aussi, qu'est-ce que ça implique? Alors, à vrai dire, la RDC, c'est un État-continent. C'est pratiquement un continent qui fait 2 300 000 km², donc 100 fois le Rwanda et un peu plus d'ailleurs la Belgique qui l'a colonisé. Donc c'est vraiment un très vaste ensemble. Et évidemment, quand vous avez un vaste territoire dans des contextes géopolitiques fragiles et puis dans des contextes de gouvernance et de développement interne problématique, vous avez nécessairement des appétits des uns et des autres, et puis vous avez des défis qui parfois sont au-delà des moyens de ces États, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que la RDC, c'est un Goliath mal maîtrisé, donc un grand ensemble qu'on n'arrive pas nécessairement à bien gouverner, et de l'autre côté, on a un tout petit territoire avec des ambitions expansionnistes, donc du coup, ça crée un petit problème à côté d'un grand problème. Alors on dit du Congo, vous venez de le dire aussi, Valentin Bougain, qu'il souffre de la malédiction des matières premières. Alors déjà, est-ce à cause d'une utilisation non productive de ces ressources naturelles ou de la convoitise que cela finalement suscite des pays voisins et des autres puissances étrangères? C'est les deux, parce que quand vous regardez la RDC dès le départ, c'est un pays vraiment martyr, hein. C'est un pays martyr au sein de l'Afrique,
on le dira plus tard, c'est une honte ce qui se passe là-bas, c'est une honte, pas seulement pour le Congo, mais pour l'ensemble de l'Afrique, de l'Union africaine, que de telles situations perdurent jusqu'à aujourd'hui. Parce que, comme je disais, pour en revenir à l'histoire, c'est un pays qui a été conçu au départ par les Belges comme un comptoir colonial qu'on pouvait exploiter parce que c'était plein de ressources et autres. Il fallait donc les exploiter au maximum pour le bien des puissances coloniales et aujourd'hui pour le bien du capitalisme international. Et ça n'a pas changé, la donne n'a pas véritablement changé parce que tel que le pays est gouverné aujourd'hui, se comporte et autres, il y a tellement d'interventions extérieures, toujours du monde occidental, tellement d'interventions, que ce soit au niveau politique, que ce soit même au niveau économique via les multinationales qui pullulent et qui font du surprofit à l'Est pendant que les populations sont dans la misère et dans des drames humanitaires sans nom. Tout ceci fait que les ressources dont dispose le Congo n'ont pas pu être exploitées à bon escient par ce pays à ce jour. D'un côté, vous avez les questions de gouvernance interne dont parlait William tout à l'heure, la RDC malheureusement n'a pas été depuis son indépendance un modèle de bonne gouvernance. Et cela aussi a une raison. Dès l'indépendance, le Premier ministre Patrice Lumumba a été sauvagement assassiné par les Belges et la CIA américaine. Donc il y a eu cette intrusion déjà dès le départ pour empêcher que le pays puisse avoir la même mise sur ses ressources naturelles. Donc tant qu'on n'a pas en vue cette donne, eh bien on fait fausse route. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à dire « Ah non, mais ces Congolais, ils ne savent pas comment se gouverner », mais ça a une origine. Ce sont les Occidentaux qui assassinent le père de l'indépendance du pays, et ce sont les Occidentaux en plus qui fragilisent tous les pouvoirs qui arrivent, de Mobutu à Kabila qui est parti, et jusqu'à Tshisekedi aujourd'hui, l'Occident, que ce soit en termes de pays ou en termes d'organisation internationale, FMI y compris. Donc tout ceci crée véritablement un gros scandale au cœur de l'Afrique qu'on aurait intérêt à pouvoir résoudre. Parce que tant que cette question de l'instabilité chronique du Congo n'est pas résolue, il n'y aura pas de développement dans cette partie de l'Afrique. Oui, j'abonde dans le même sens que Valentin, parce qu'en réalité, comparaison n'est pas raison, mais il y a une analogie historique qui s'impose. Le Congo était considéré comme la propriété privée du roi belge. Et on a l'impression, avec le recul, que ce regard n'a jamais changé. Le Congo est toujours considéré comme la propriété privée, soit de l'ancien colonisateur, ou alors devenu la propriété privée de tout le mouvement capitaliste mondial. Donc, le Congo n'est jamais regardé comme un État, un État qui appartient à des peuples qui y vivent. C'est la propriété privée de quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est devenu la propriété privée du capitalisme mondial. Et nul n'est d'accord pour que ce soit un pays bien gouverné. Parce que tout le monde a intérêt à y piller des ressources dont le capitalisme mondial a besoin. Donc aujourd'hui, il a parlé de Marty, et je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. C'est là où tout le monde se sert et c'est perçu comme tel. C'est comme si c'est une obligation économique ou c'est comme si c'est un défi mondial d'aller se servir au Congo. Et pour ce faire, il faut le piller. Parler de pillage, quels sont finalement, vous avez parlé du coltan, mais il y en a certainement d'autres, quels sont les produits finalement qui sont les plus pillés sur les terres congolaises? C'est un ensemble de ressources et il y a eu plusieurs études sur le sujet, des études qui sont consacrées aux minerais de sang, parce que ce soit l'or dont pullule la région du Kivu, notamment qui est la région donc à l'est frontalière du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda au nord et de la Tanzanie plus au sud, que ce soit au Kivu ou ailleurs, eh bien c'est un pays qui regorge de ressources. Il y a eu l'or qui pullule dans la région, il y a le diamant, il y a l'étain, il y a surtout depuis les années 90 avec l'essor de l'industrie électronique mondiale, il y a surtout le coltan. Le coltan qui est un matériau de base dans l'industrie des smartphones et autres. Vous savez très bien la place qu'occupe l'économie numérique dans le capitalisme mondial aujourd'hui. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. C'est qu'aujourd'hui, c'est un pays où on va piller le coltan, qui est devenu une ressource rare. Il y a également ce qu'on appelle des terres rares dans la région, du Kivu notamment. Eh bien, c'est tout ceci qui attise
donc les convoitises diverses, que ce soit des convoitises des pays voisins, qui agissent en réalité comme des sous-traitants des puissances occidentales. Eh bien, on va en parler. Des rapports d'experts de l'ONU pointent encore régulièrement du doigt la responsabilité systématique et permanente, hein, dit-il, du Rwanda dans le pillage des ressources congolaises. Dans l'histoire tragique, finalement, de la RDC, quel a été le rôle du Rwanda? Alors, le rôle du Rwanda dans la tragédie congolaise, ce serait d'abord faire porter le chapeau au Rwanda, dont il faut rapidement identifier le caractère particulier, parce qu'en réalité, le Rwanda sert parfois de bras séculier pour d'autres États qui passent par le Rwanda pour intervenir au Congo. Alors, d'un point de vue historique, les relations de ces deux États sont plutôt normales au départ, parce que le colonisateur, enfin, dans les années 30, on a envoyé... les Belges avaient besoin de la main-d'œuvre qui venait du Rwanda pour exploiter une partie de l'Est de la RDC. Et plus tard, ces migrations se sont intensifiées et puis se sont normalisées. C'est le cours normal de l'histoire. Donc, les peuples se déplacent. Mais à partir d'un certain moment, donc notamment à partir de 1996, enfin un peu avant, à partir du génocide rwandais de 1994, les défis vont se complexifier parce que désormais, le Rwanda va prétester de son droit de défendre l'intégrité de son territoire, puisque des Hutus qui avaient fui, enfin, qui étaient considérés comme des génocidaires, qui avaient fui le Rwanda, se sont réfugiés à l'est, dans l'est du Congo. Et à partir de cet instant, le Rwanda va développer pratiquement une armée spécialisée pour aller combattre ces Hutus sur le territoire congolais. Mais en réalité, il va se servir de cette opportunité pour se lancer dans un pillage massif d'une bonne partie du territoire congolais. On va parler du génocide après Rwanda et son impact. Au-delà du génocide, quelle est l'implication du Rwanda par rapport au drame congolais? Disons que le drame congolais... Et le pillage dont on l'accuse. Oui, à partir de, comme l'a dit Sylvain William, ce sont des relations qui datent, ce sont des relations historiques entre les deux pays, qui ont été souvent avec, comme toute relation interétatique, avec des hauts et des bas. Il y a eu des années d'avant la colonisation, il y a eu des années coloniales où le Belge justement a recouru à la main-d'œuvre revenant du Rwanda, notamment pour essayer de mettre en valeur les terres de l'Est du Congo, qui étaient des terres très riches et qui étaient essentielles donc pour produire les matériaux dont on avait besoin à l'époque dans les industries occidentales. Donc il y a eu ces peuplements et qui sont associés à des peuplements, à des migrations volontaires aussi, hein, des migrations volontaires jusqu'à un certain moment, qui sont devenues par la suite, au fur et à mesure, des relations, des migrations quelque peu forcées, lorsqu'il y a eu éclatement des conflits dans ces pays voisins que sont le Rwanda et le Burundi notamment, parce que comme vous le savez, le Rwanda n'a pas été un modèle de pays stable, hein. Ça a été toujours des pays assez tourmentés au plan politique, avec des assassinats de chefs d'État, avec des rébellions à répétition, jusqu'à ce qu'il y ait donc 1994 où une donne vient en ajouter à la complexité de la situation, c'est le génocide rwandais. Lorsqu'il éclate, donc écoutez, les Hutus fuient donc vers l'est du Congo, parce qu'il faut dire que le Kivu dont on parle, Goma, a un jet de pierre du Rwanda par rapport au pouvoir central qui est à Kinshasa. Donc il faudra en tenir compte par la suite dans nos débats ultérieurs. Eh bien, il y a cette donne qui vient s'ajouter, les gens fuient, ils vont de l'autre côté. Donc ce sont des Hutus qui sont considérés comme, il y a des Hutus, des populations Hutus simplement, qui sont poursuivis parce que le pouvoir qui a été renversé, c'était un pouvoir à dominance Hutu, qui vient donc s'associer à d'autres populations qui étaient déjà sur place, qui étaient des populations rwandophones qu'on appelait d'ailleurs les Banyamulenge, c'est-à-dire des gens venus de Mulenge, qui est un affluent de la rivière qui borde la région. Mais tout à fait. On a l'impression aussi qu'il y a des similitudes justement culturelles, vous l'expliquez grâce aux liens historiques. On le voit aussi linguistique. Il y a vraiment toute une partie de Rwandais qui s'est fondue dans
la population congolaise, du moins en tout cas dans le Kivu. Oui, il y a une partie qui s'est fondue et qui, comme je disais, il y a eu des hauts et des bas parce que bien avant même le génocide, il y a eu naturellement, vous voyez des gens qui viennent, des populations qui viennent d'ailleurs. C'était des mouvements d'à peu près, à l'époque, au moins 20 000 personnes par an. Ça, c'est les mouvements tracés connus, mais c'est beaucoup plus si on regarde l'aspect informel de la situation. Alors, ça a posé un problème à l'époque même de Mobutu, où il y a eu des lois qui ont été prises justement par rapport à la nationalité. Des lois qui, à un moment donné, Mobutu s'est dit, bon, ces populations qui se sont installées de longue date, qui sont là, c'était essentiellement des Tutsis d'ailleurs à l'époque, eh bien, on va leur donner à tous une nationalité collective, c'est-à-dire des gens qui se sont installés avant donc, la frontière officielle entre les deux pays. Donc, il leur a été octroyé une nationalité collective, ce qui n'a pas plu naturellement aux autres populations congolaises de la région qui estimaient que c'était des gens venus d'ailleurs et autres. Donc, à ces questions-là sont venues se greffer des questions d'identité, des questions foncières, parce que ça avait une implication par rapport aux propriétaires de la terre. Donc, tout ceci, questions identitaires, questions foncières, tout ceci a créé donc... conflit entre les autochtones et les... Alors, maintenant, parlons effectivement du Rwanda. Le déchaînement de violence qui emporta donc le Rwanda pendant les 3 mois fatidiques de 1994 reste encore très présent dans la mémoire collective. Et le Zaïre, qui devient ensuite la RDC, n'est pas parvenu encore aujourd'hui à traiter ce que la journaliste belge Colette Breckman nomme les métastases du génocide rwandais. Monsieur, y a-t-il eu 2 poids, 2 mesures? Ce n'est pas nécessairement 2 poids, 2 mesures, mais il faut se rendre à l'évidence que le génocide rwandais a caché beaucoup d'autres violences. Parce qu'évidemment, le génocide rwandais, c'est le plus grand drame du XXe siècle, alors que on pensait qu'il y a eu 2 guerres mondiales un peu plus tôt et que on en avait assez vu. Et puis, le génocide rwandais vient changer complètement la donne, surtout dans un contexte où, après la fin de la guerre froide, on pensait qu'on était rentré, mais le monde était rentré dans l'ère de la paix et que... La civilisation. Voilà, donc le choc, la fin de l'histoire. Donc, il n'y avait plus... il ne devrait plus avoir de guerre parce que bon, la démocratie pacifierait toutes les relations entre les États. Et là, on se rend compte que non, à quelques kilomètres de l'Occident ou de l'Europe, on a eu un génocide où en une nuit, on a eu quand même pratiquement plus de 300 000 morts le 6 avril. Donc, à partir de cet instant, beaucoup de choses changent parce que non seulement la communauté internationale qui culpabilise de n'avoir pas fait assez malgré tous les appels du colonel Daradec qui était sur place, donc la communauté internationale ne voulant pas assumer sa responsabilité dans le génocide, va quand même faire beaucoup de communication autour de tout ce qui a été fait pour contenir ou du moins pour aider le Rwanda à sortir de cette situation. Et à partir de cet instant, personne ne veut plus entendre parler de génocide ailleurs, personne ne veut plus entendre parler de massacre ailleurs, alors que quand les Hutus, enfin les Tutsis prennent le pouvoir, ce n'est pas sans représailles. Parce que les Hutus qui étaient sur place, beaucoup ont été massacrés, etc. Mais ça, il ne faut pas en parler. Et de l'autre côté des frontières, donc en RDC, comme dans d'autres pays d'ailleurs, mais beaucoup plus en RDC, c'est plus d'1,5 million de Hutus qui étaient installés sur place et qui étaient considérés par le pouvoir de Kigali comme soit des génocidaires ou des menaces réelles, puisqu'ils se retrouvent dans la même position que le FPR quelques années plus tôt, qui lui s'est retrouvé en Ouganda. Donc, à partir de cet instant, logiquement, pour le pouvoir de Kagame, il faut d'abord s'assurer qu'il n'y a pas de menaces qui proviennent de la RDC et que ces Hutus n'étaient pas réellement une menace. Peut-être qu'il ira bien au-delà de cette vision, donc il va essayer de faire beaucoup de règlements de comptes, comme un peu partout en Afrique quand quelqu'un prend le pouvoir, donc beaucoup de règlements de comptes. Et il y a eu beaucoup de massacres dont on ne parlera pas, enfin, ou du moins pas avant les années 2010. C'est à partir des années 2010 qu'on va commencer à lever un coin de voile sur ces drames. En revenant sur cette polémique née de la réaction donc, du président Kagame sur le rapport mapping des Nations Unies, ce dernier a contesté ce rapport et donc toutes les accusations envers son pays. Mais
Comment comprendre justement ce basculement? Parce que la polémique elle date d'il y a peu de temps. Comment expliquez-vous ce revirement? Bon, si ce n'est pas 360, mais en tout cas 180 degrés de Kagame. Pourquoi? Oui, Et surtout maintenant, pourquoi? bon, d'abord, il faut se rappeler que quand Kagame prend le pouvoir, 2 ans après, le Rwanda, le Congo aussi bascule dans une guerre civile à laquelle, d'un point de vue historique, il est difficile de nier l'implication du Rwanda. Ouais. Donc ça, c'est un fait historique. Donc sur sa défense, parce que je considère que c'est plutôt une défense qu'une partie de l'histoire. Sur sa défense, il faut comprendre qu'il ne veut pas assumer une partie de la responsabilité que tout le monde reconnaît et qui est indéniable au regard des faits, au regard de l'histoire. Parce qu'on sait quel rôle les soldats rwandais ont joué dans le départ de Mobutu, dans la fin de Mobutu, et de tout le pillage et tous les massacres qui ont suivi. Donc, on ne peut pas le nier. Alors, pourquoi ce revirement? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a beaucoup d'éléments, et ce ne sont que des hypothèses, mais il y a plusieurs éléments parce que, vous savez, depuis 1994 ou 1996, plus précisément, nul ne peut diriger la RDC sans l'onction de Kigali. C'est un paradoxe de l'histoire, mais c'est la réalité. C'est la réalité parce que Kagame a le pouvoir de faire les chefs d'État en RDC. Donc, je me dis... Excusez, je ne veux pas vous interrompre, mais récemment, on a vu que non, avec l'élection de justement Tshisekedi. En tant que président de l'UA, il avait dépêché, il avait douté, il avait remis en cause la validité de son élection, il avait dépêché des émissaires pour dire que finalement, il ne sera pas au pouvoir, mais Tshisekedi a été adoubé par la Cour constitutionnelle 48 après. Alors, dites-moi, on se trompe, dites-nous qu'est-ce qui s'est passé officieusement. Je préfère laisser le journaliste parler. Écoutez, Fatim, en matière de relations internationales, eh bien, quelqu'un a dit une phrase célèbre, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, tout peut changer au gré des intérêts du Rwanda. Ce n'est pas parce que Kagame a mal vu l'arrivée au pouvoir de Tshisekedi qu'il ne va pas se raviser par la suite en se disant, tiens, ce monsieur est là, mais finalement, je peux composer avec lui et je peux continuer mes actions avec lui. Ça, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Et lorsque M. Kagame réfléchit, déjà, M. Tshisekedi l'aide un peu dans cette voie parce que Tshisekedi essaie de se poser en un homme neuf, il l'est plus ou moins, et qui veut donc faire table rase de ce qui s'est passé, les querelles, les crimes du passé, donc se rapprocher du Rwanda. Comme l'a dit William, parce qu'aucun pouvoir ne peut prospérer à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, à Kinshasa, sans l'aval, sans l'onction du Rwanda, pour une simple raison. L'armée rwandaise, l'armée congolaise n'existe pratiquement pas. Elle essaie de se recomposer depuis la fin des années Kabila, mais ce n'est pas encore le cas. Et elle est très noyautée par des gens qui ont des allégeances diverses. Il y a plein de soldats qui sont à l'intérieur, qui sont des soldats issus des rébellions, qui sont venus de l'Est, qui ont été parrainés à un moment par M. Kagame, à un autre moment par M. Museveni, ainsi de suite, à un autre moment par le Burundais Nkurunziza et autres. Donc, écoutez, il y a toute une alchimie, c'est un patchwork dans la région qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il faut se réjouir, je sais qu'on va y arriver, il faut se réjouir du fait qu'il y ait une tentative donc, du président actuel, qui est aussi président de l'Union africaine, une tentative d'apaisement, d'aller vers son voisin de l'Est pour mettre bas la terre, pour que les choses, pour qu'on puisse avoir des relations normales. Parce que tant qu'il n'y a pas une normalisation réelle des relations entre la RDC et le Rwanda, et le Burundi, et l'Ouganda, eh bien, cette région restera une région de crises successives. Mais est-ce qu'au-delà de l'aspect diplomatique dont vous parliez, je vais vous laisser reprendre le fil, est-ce que la coopération sécuritaire n'est pas le véritable enjeu, finalement, de ce rapprochement? Alors, je pense qu'il faut déjà pas se tromper sur les mots et surtout ne pas surestimer la bonne foi de tous les acteurs. À l'état actuel, ce serait très naïf de penser que le Rwanda a un grand intérêt à ce que les relations se normalisent et que les enjeux sécuritaires soient gérés de façon consensuelle. Donc, parce que le Rwanda, dans la région, ou du moins tout au moins à l'égard
de la RDC a toujours adopté une stratégie de puissance qui se donne le droit d'intervenir sur le territoire congolais si le besoin se présente. Donc, Kagame n'a pas renoncé à cette ambition-là. Alors, ce qu'il est en train de mettre sur la table, je pense, c'est beaucoup plus la possibilité désormais de pouvoir échanger avec le président Tshisekedi de façon officielle sur les enjeux qui concernent le Congo. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller régler les problèmes rwandais. Il s'agit surtout de le faire participer à la prise de décision sur des questions de sécurité de la RDC. Et ce qui lui permet justement, sur le plan international, d'être considéré comme un acteur, un partenaire incontournable dans le règlement éventuel du problème congolais. Donc, je pense qu'il est dans une stratégie de puissance régionale. Et on l'a toujours déploré, mais voilà un État qui essaie de... c'est vrai qu'on est dans une situation un peu incongrue parce que vous avez David et Goliath, mais là, c'est David qui prend le devant. Dernière question, messieurs. Une seconde rencontre bilatérale est prévue prochainement à Goma. Quel sera l'aboutissement de ce rapprochement? Vous venez de le dire quelque part. Et surtout, peut-il vraiment atténuer les tensions encore palpables au sein de la population, notamment RDC qui ne voit pas d'un si bon œil ce rapprochement? Disons que le rapprochement a quelque chose de bon, c'est un pas dans la bonne direction, ce qui a été fait par le président Tshisekedi. C'est un bon pas dans la bonne direction, chercher à apaiser les relations, à développer des relations de coopération entre deux États voisins. C'est le moins qu'on puisse souhaiter à deux États qui doivent se convaincre aujourd'hui que l'inimitié entre eux ne fait pas progresser leur pays. Cela dit, c'est un bon pas, mais là, c'est la suite qui reste à interroger. Est-ce qu'on peut penser qu'il y ait un mouvement réel vers l'apaisement à partir de la donne actuelle? Ça me semble assez difficile. Pourquoi? Parce que tout ceci est encore assis sur des rancœurs politiques, des rancœurs sociales qui ne sont pas encore éteintes. Tout le monde dans la région a vu les exactions, a connu les exactions qu'il y a eu et qui ont accompagné les forces de Laurent Désiré Kabila jusqu'à Kinshasa et par la suite aussi avec les rébellions qui sont nées, qui ont été financées plus ou moins par les États voisins. Tout le monde l'a vu, ce qui rend impossible un climat de vraie paix, de vraie détente, tant que ces questions préjudicielles, on peut parler comme les juristes, tant que ces questions ne sont pas résolues. Ces questions, c'est déjà la question de la vérité. La question de la vérité, ça importe en RDC. Lorsqu'un chef d'État va publiquement nier des massacres qui ont été perpétrés et qui ont été documentés par les Nations Unies, il y a un problème. Il y a un problème. Ce problème-là n'est pas résolu. Le second problème, c'est celui de l'impunité. Parce que si tout ceci s'enchaîne, continue de s'enchaîner en RD Congo, c'est parce qu'il y a une impunité totale des acteurs. À chaque fois, on essaye, quand les gens sont dans la rébellion et finissent de tuer, on dit, bon, on va signer un accord, on va intégrer les rebelles dans l'armée. Et tout ceci rend impossible la constitution d'une vraie armée congolaise. Et c'est le dernier point sur lequel je veux revenir. Tant qu'il n'y a pas une vraie armée congolaise capable d'asseoir l'autorité de l'État sur ces 2,3 millions et quelques mille kilomètres carrés de superficie qu'ont le pays, toute paix dans la région est franchement illusoire. Ajouter à cela les rivalités entre M. Kagame et M. Museveni pour le leadership de la région, tant que ces relations aussi ne sont pas normalisées, parce que vous savez, ce sont ces deux pays, plus la Tanzanie au sud, qui importent le plus dans la situation à l'est. Et tant qu'il y a ces inimitiés, ces rivalités entre les chefs de la région, eh bien le Kivu, l'est du Congo, resteront donc des zones vraiment de conflit et on n'en sortira pas. Dernier mot sur les populations et le fait qu'elles voient d'un si mauvais œil une partie de la population RDC, ce rapprochement. Oui, je pense que c'est un rapprochement stratégique. Et il faut s'en réjouir, comme l'a dit Valentin tout à l'heure, parce que d'abord, il y a aussi les enjeux internes au Congo qui comptent. Parce que pour Tshisekedi, aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir un front d'hostilité ou avec un voisin. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut asseoir le pouvoir. Il faut asseoir son pouvoir, surtout avec le départ ou la sortie de la coalition de Kabila. C'est important pour Tshisekedi de pouvoir asseoir son pouvoir. Et il ne peut pas le faire
tant qu'il n'a pas apaisé tout au moins autour de lui, il ne peut pas continuer avec des tensions avec le Rwanda dont on connaît la force de déstabilisation, etc. Donc, c'est très important. Et même si les populations, et comme l'a dit Valentin, c'est très important aussi parce que les populations ne sont pas encore dans cette vision. Elle est réaliste pour l'instant parce que c'est le moyen d'asseoir un pouvoir, de former une armée congolaise, mais rien n'est encore dit des relations entre le Rwanda et le Congo parce que, de toute évidence, à un moment donné, le Congo se relèvera et il y aura inévitablement, enfin, peut-être pas des règlements de compte, mais il y aura fait de la justice. Si vous permettez, je voulais juste rebondir dessus pour dire justement, vous avez aujourd'hui un président, Tshisekedi, qui est président de l'Union africaine, qui essaie donc d'avoir une stature internationale, de faiseur de paix, d'arrangeur de situations. Et vous avez un président, Tshisekedi également, Kagame. qui est candidat, qui est candidat à sa réélection. Et donc, il doit tout faire, travailler en interne pour qu'il y ait un semblant de paix et que ça puisse être mis à son actif. Il ne faut pas oublier cette donne interne congolaise et puis la donne aussi rwandaise du nouveau statut qu'acquiert aujourd'hui M. Kagame avec donc l'adoubement par la France notamment et autres. Lui aussi veut rentrer dans des habits de grands pacificateurs de la région et de grands héros. Et donc on est en face de des héros lequel va pouvoir véritablement stabiliser la région. Disons plutôt de deux stratèges. Messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Merci pour tous ces éléments de réponse, très instructifs comme à chaque fois. On se quitte sur cette citation. La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice, de Spinoza. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1.